Ma passion pour le milieu sous-marin, tout gamin. Mon père était grand amateur de pêche à la truite et donc j'allais avec lui au bord des rivières phréatiques. Donc je pratiquais la pêche, mais j'ai eu très tôt l'envie de mettre la tête sous l'eau. Donc ce que j'ai fait, et je ne l'ai plus jamais ressorti. Des hydres. Là, voilà, c'est un hydre qui a attrapé une daphnie. Voilà, une hydre. Avec l'avènement des recycleurs, et donc cette technologie qui permet de rester longtemps profond et d'observer, s'est échafaudée l'idée d'une plongée interminable de toute une nuit. Bon. On démarre ? Alors, on a eu 2 réunions préparatoires. Ça s'est bien passé parce que j'ai beaucoup délégué et je me suis entouré de personnes spécialistes, chacun dans leur domaine. C'est ça qui sera intéressant. La situation de l'oxygène du fond, elle est extrêmement variable et pour l'instant, le fond est encore oxygéné. Alors que d'ici 1 mois, à peu près, c'est à peu près mi-juillet, fin juillet, le fond devient anoxique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de poisson. Mais là, il y aura du poisson. On est pleine lune plus 1 jour. Donc il fera très clair. Il n'est pas prévu qu'il y ait de nuages. Voilà, donc la météo sera là, la météo excellente, donc c'est super. Ça fait bricolage, hein, mais sous l'eau, ça va très bien. Allez les gars, je le sens bien là. Voilà, donc celui-là c'est bon. Celui-là, ça ne doit pas être trop mal. Il y a tout un volet sécurité qu'il a fallu prévoir. Oui, j'étais pas trop inquiet parce que j'avais bien préparé et la plongée a fait 8h30. En amont, j'en ai fait plein des très longues et notamment les semaines qui ont précédé, je faisais une plongée de 5-6 heures par semaine. Il ne faut pas non plus les accumuler, hein. C'est comme les marathons, ça fatigue l'organisme aussi, quoi. Donc je me disais, de toute façon j'en fais plusieurs dans la semaine, mais en mettre une grosse pour bien préparer. Donc il fallait rajouter 2 heures, quoi. Je n'étais pas plus inquiet que ça. Maintenant, c'est quand même bien qu'on s'entoure de toutes les précautions. Et comme ça avait été bien réfléchi en amont et qu'on avait un bateau, mais je n'étais pas spécialement inquiet pour ça. Dans quelles conditions on aurait à intervenir? Peut-être Serge, si tu peux... Les accidents d'écrit de recycleurs, les gens disent toujours, ils ont vu, hein, des bulles montées d'un coup. C'est quand le gars a lâché l'embout, et à ce moment-là, il y a toute la boucle, tous les faucons qui sont vidés d'un coup. Et du coup, le gars, il devient très lourd. Voilà. Raison pour laquelle il y a une grosse strap dessus qui permet de compenser sans problème. Ce que fait Serge, c'est une plongée qui est extrêmement longue. Donc c'est pas quelque chose de codifié. On n'a pas de table, on n'a pas de protocole pour une plongée qui va atteindre les 8 heures. Donc je suis ici pour m'assurer que tout se passe bien et pour pouvoir intervenir si jamais il devient le moindre malaise ou le moindre problème en cours de plongée. C'est possible que je ne bouge pas pendant 3 heures, mais si je reste sur place pendant 3 heures, vous inquiétez pas. Si vous voyez, tant que vous voyez des mouvements, que si je filme une caméra qui bouge, ou il se peut aussi que je ne bouge pas du tout parce que le moindre mouvement parasite peut faire peur aux poissons et ça va être délicat. A priori, ma caméra principale que je n'aurais pas accrochée, elle a une flottabilité positive. Donc si je la lâche, elle finit en surface. Donc si vous voyez une caméra qui flotte en surface, ça, c'est vraiment un signe que je l'ai lâchée, donc je suis inconscient. Cela dit, si je suis inconscient, j'ai un système qui me maintient l'embout en bouche, et donc je ne me noie pas, quoi. Si vous intervenez, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Et ensuite, chacun a pris en charge une partie
dit ce qu'il y avait à faire et il l'a fait pour le mieux, ce qui fait que je ne m'en suis plus du tout occupé. Alors c'est une expédition unique évidemment, il faut essayer d'avoir tout, même quand la lumière s'éteint. Et puisqu'on va passer la nuit avec Serge, il faut un peu de lumière, beaucoup d'eau vu la température d'aujourd'hui, des tables, des bancs, il faut qu'on soit à l'aise, les WC, les toilettes sèches, on a tout amené. Aujourd'hui, je vais faire des relevés scientifiques avec pH, température, oxygène sur les différents niveaux. Puisque cette gravière, on l'a surveillée depuis 2 ans, donc on sait très bien. Mais comme il veut faire une plongée toute la nuit, on va être sûr que les mesures qu'on a fait pendant 2 ans sont exactement les mêmes, puisque chaque année, ça change un peu. Pour la plongée nuit, on se met toujours à l'eau, finalement, pour le plus facile, à la tombée de la nuit. Et en plus, en été, comme il fait nuit tard, on ne veut pas se coucher non plus trop tard. Donc finalement, on plonge toujours dans la même tranche horaire de nuit qui est la tombée de la nuit. Et donc finalement, la tranche minuit, 6 heures, on n'y est jamais. Et donc je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui se passe pendant cette tranche horaire ? Les palmes, elles sont là. J'ai pas l'habitude d'avoir un tas de sbires comme ça. Le but, on n'était pas dans la recherche du record, quoi. Le but, là, c'était vraiment une immersion dans l'écosystème pour l'étude, l'observation des espèces. Ce qui frappe en été, c'est qu'en surface, l'eau est à 25-26 degrés, quoi, dans le premier mètre. Et vous descendez 3-4 mètres et elle est tout de suite beaucoup plus froide, quoi. Et au fond de la gravière, elle est à 10 degrés. Mais en été, elle est loin d'être homogène parce que, comme il fait très chaud en surface, la couche d'eau, elle est stratifiée. Et puis, il y a des endroits, il y a des arrivées phréatiques. Ces arrivées phréatiques, elles sont froides, elles sont pauvres en oxygène. Ce qui fait que finalement, il y a des gradients de pH, il y a des gradients d'oxygène, il y a des gradients de température, ce qui fait que ça crée tout ça un ensemble de niches écologiques différentes, et donc avec des frontières invisibles, mais vraiment prégnantes pour les espèces, qui se répartissent dans ces différents écosystèmes. Cette gravière n'appartient pas à une association de pêche. C'est une gravière communale dans laquelle la pêche est interdite. Donc il n'y a pas d'empoisonnement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment vit cette gravière quand elle est livrée à elle-même. Le but aussi, c'est de se déplacer doucement. Parce que quand on se déplace, on a beau ne pas faire de bulles, on a beau ne pas avoir d'éclairage, on pousse de l'eau. Et les poissons, avec leur capteur de pression, sentent cette masse qui avance. Ils ont même, sans même la voir, ils savent dans quelle direction elle va, sa taille et sa vitesse. Donc finalement, pour passer inaperçu, il ne faut pas faire de bulles, il ne faut pas bouger, et il faut avoir un éclairage spécial. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc là, ça permet d'être incognito, effectivement. Nous sommes en période de reproduction des perches-soleil. Et les perches-soleil sont hyperactives dans la journée, notamment les mâles gardent le nid. Ils font un nid, ils séduisent une femelle. Il y a une petite parade nuptiale, la femelle pond ses œufs et ça dure quelques minutes. Après, le mâle chasse la femelle et il reste sur le nid, à peu près pendant une semaine, le temps de gestation des œufs. Et après, quand les petits alevins naissent, ils partent. Pendant tout ce temps, ils surveillent le nid. Donc, il combat. Et quand on y va de nuit, on s'aperçoit qu'entre 10h, minuit, il est hyper actif encore, quoi. Et vers 2h du matin, il est posé à côté du nid, et là, il bouge
plus du tout. Mais alors plus du tout, on vient avec la caméra, si on fait très attention, à 1-2 cm, il ne bouge pas du tout. Et vous, est-ce que vous n'êtes pas senti observé par tout ce petit monde? Ah, on l'est toujours, hein, on l'est toujours. Alors c'est pour ça que j'essaye d'être le plus discret possible. Parce que forcément, on est une pièce rapportée, de grande taille, bruyante. Alors, donc forcément, on ne passe pas inaperçu. Mais où il est mon binôme? Voilà, hop là. Voilà, donc ça s'est bien passé. C'est très intéressant. On est 27 degrés en surface, ce qui est fantastique. La température change à 8 mètres, 14 degrés. Ensuite, ça reste stable jusqu'au fond à 11 degrés. Et l'oxygène chute à 20 mètres uniquement. Et l'oxygène, c'est très oxygéné jusqu'à 7 mètres. Ça descend très doucement à 15 mètres. Et puis ça remonte un peu, c'est étrange. Ouais. 76, 84, et puis 19-20 mètres, il n'y a plus rien. Okay. Un grand trouble, un trouble moyen, un échantillon très turbide, c'est des particules en suspension. Donc la turbidité, c'est des particules en suspension qui ne descendront pas même au bout de 2 heures. Hein. Ça, c'est un flacon qui a quelques semaines, la turbidité reste identique. Donc, excusez-moi, il veut la calibration 4. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il donne chaque fois une autre valeur, intéressant. Bon, faut le laisser. Si tu appuies sur plus et moins, c'est normal. Oui, non, c'est read, enter, ouais, d'accord. Bon, ça fait très sérieux, on est en train de lire la doc en même temps. Ah oui, Cédric, il sert à quoi, Cédric? Ah, rien. C'est le biologiste, c'est la commission bio. Voilà. Là, le programme, on va terminer de regarder la turbidité des échantillons. Et juste derrière, on va observer les espèces qu'on a remontées dans ces échantillons. Du plancton, et reconnaître quel type de plancton c'est. Bon, je pense qu'il y aura surtout du phytoplancton, mais comme il y en a des millions d'espèces différentes. L'autre point intéressant, c'est qu'il va pouvoir observer le mouvement des poissons et voir si ça coïncide avec des espèces plus petites. Ce soir, donc, je suis là pour assurer la sécurité surface. Donc, je suis un des plongeurs sécu. J'ai assuré la première rotation de sécurité dans la barque. Et je vais le suivre en fonction des rotations toute la nuit, quoi. Et là, un petit casse-croûte fait pas de mal, quoi. J'ai bouffé 50 bars. Il me reste 150. Bon, ça va, c'est pas 8 heures que tu vas faire ces 15. C'est dégueulasse. Ah non, tu l'avais promis ça. Au moment j'étais à entre 3, 8, 9. Je suis remonté, j'avais froid. Ah tiens. C'était super intéressant, mais c'est froid là en bas. Enfin, je veux dire, quand tu restes, tu bouges pas. Mais je suis juste bien habillé. C'est parfait. Finalement, tu as mis... Ouais, c'est parfait. Ouais. Et dans le premier mètre, là, je me réchauffe. Il y a 26-27 en surface. Enfin, l'été, quand il a pris le mesure. Ouais. Et ça va du dessus, là, vous arrivez à décoder là, les mouvements. Ce qu'on veut surtout, c'est pas de déranger, donc on reste à distance. Donc ça va, tu Pas du tout, impeccable. Puis quand on fait le transbordement, des fois il y a des coups de pagaie ou de rame sur la barque, tu les entends. J'ai entendu un gros bruit à un moment. Ouais. Mais c'est la seule fois. C'est quand j'ai démarré la plongée, j'étais très angoissée parce que je ne connaissais pas les gravières, les rivières, les étangs. Et ce monde tout noir me faisait extrêmement peur. J'étais vraiment angoissée.
Et c'est à force de connaître le milieu que j'ai appris à ne plus avoir peur. Je pense que quand on connaît, on n'a plus peur. Le moment délicat, on rentre, on remet les enclenchements. Ça y est. Voilà, éclairage. On fait l'essai pour l'étanchéité. On ferme le caisson. Et on met le caisson sous vide. Voilà, il est vert. Donc le caisson est sous vide et dès qu'il y a une entrée d'eau, le voyant passe au rouge et il faut qu'il fasse surface. Il y a la lampe qui s'allume, il y a l'éclairage, donc il y a toutes les LED qui sont allumées. Ce qui veut dire c'est que la lampe elle est bien chargée. Cela est en infrarouge. L'infrarouge, ça sert à ne pas être bu par les poissons, puisque les poissons ne voient pas l'infrarouge. Et donc il peut s'approcher et rester plus longtemps avec les poissons, voir le comportement. Est-ce que cela vous a déjà fait peur? Non. Non, sinon je ne ferais pas ça. Il y en a qui ont peur de l'eau, qui ont peur du noir, qui ont peur des poissons et tout ça. Et moi je suis tout seul pendant 8h30 dans tout ça. Et ah non, si j'aimais pas ça, je ne le ferais pas. Hein. La période la plus calme pour les poissons, c'est donc 2 heures, 4 heures. Et là, ils bougent absolument plus du tout, sauf ceux qui sortent la nuit. Et à partir de 4 heures, il fait encore nuit, mais on voit un petit peu quand même de ciel bleu. Les brochets, dès 4 heures, ils commencent à chasser. Je ne bougeais pas pendant très longtemps. Et là, plus on attend, plus il y a de plancton. Et quand j'étais derrière, là, les daphnies, mais des nuages de daphnies. Devant la caméra. À chaque fois qu'on fait une manip scientifique, on l'a fait plusieurs fois. Donc bien sûr, pas de conclusion hâtive. Et bien sûr, alors sans faire toute une nuit complète, il va falloir quand même que je plonge souvent, entre minuit, 3-4 heures, quoi, pour essayer d'accumuler les données, les images, les comportements, et notamment dans des gravières où il y a d'autres espèces. Toujours le message le plus important à faire passer, c'est que ces milieux aquatiques sont vivants. C'est ça, on ne se rend pas compte, les gravières notamment ont une très mauvaise réputation de trous stériles, noirs, dangereux. Non, il y a plein d'espèces qui vivent, des espèces parfois très rares, parfois protégées, menacées. Et elles sont extrêmement nombreuses si on leur laisse la possibilité de se développer.